de nature. Le mot nature que nous utilisons, c'est un mot latin, et vient du participe passé du verbe latin nascer, qui signifie naître, mais aussi générer et grandir. Mais le mot grec, c'est physis. C'est écrit ici, physis. Physis. Mais prononcé physis. Et en grec, la physis, c'est quelque chose de plus ample, plus référé à la totalité des choses, pas seulement le monde biologique. Et il y a une chose intéressante que pour le philosophe présocratique, avant de Socrate, avant de Platon, la physis, la nature, est l'origine. Et ces philosophes sont appelés les physiciens par Aristote. Et donc, chaque philosophe physicien va rencontrer l'origine du monde dans un élément de la nature, qui peut être le feu, l'eau, la matière. Donc, la physique est très importante dans le monde grec antique, dans la philosophie grecque antique, mais il n'y a pas une seule définition de ce que c'est la nature. Et mon idée dans ces conférences, c'est montrer qu'il n'y a pas aussi, ainsi au sein du monde grec et latin, une seule définition, une seule conceptualisation de nature. Normalement, il y a un problème parce que la philosophie, surtout la philosophie heideggerienne, fait une séparation très tranchante, très forte entre la prémodernité et la modernité. Et Heidegger, et surtout l'école heideggerienne, de le philosophe allemand Heidegger de le siècle passé, qui fait une distinction entre la prémodernité, comme quelque chose d'idyllique, symbolique, où la nature c'est quelque chose de métaphysique, connecté à la divinité. Il y a un texte de Heidegger où il parle de Geführt. Le Geführt, c'est ça. C'est le Geführt. Et le Geführt, c'est une chose qui connecte le ciel et la terre, le mortel et la divinité. Et pour Heidegger, c'est Geführt symbolique et métaphysique. C'est la possibilité de penser la nature en relation avec le cosmos, avec une relation harmonieuse avec le cosmos. Et il dit, c'est le monde grec, le monde latin, le monde médiéval qui a ces relations harmonieuses. Mais avec la modernité, la catastrophe. Parce que la nature, c'est considéré comme quelque chose qui peut être déterminé par la pensée scientifique, mathématique et la rationalité. Et la nature devient, avec le mot des cartésiens, un res extensa. Nous allons voir. Et donc, il y a souvent, beaucoup de textes que vous allez à lire, des philosophes, mais aussi des paysagistes, des architectes, ces séparations. Attention, parce que comme philosophes, nous devons questionner toutes les choses et voir que ces séparations un peu idylliques viennent de l'école heideggerienne, viennent de la critique à la technique. C'est une séparation qui est postmoderne, parce que Heidegger écrit le siècle passé, donc dans la postmodernité. Et je pense que c'est une séparation un peu manichéenne, et surtout une séparation qui est relative à la distinction, à la séparation totale entre sciences humaines et sciences dures. C'est comme dire, les sciences humaines prouvent et parlent d'une nature que c'est une nature idyllique, connectée avec l'art, l'esthétique, la philosophie, mais les sciences dures sont seulement de la modernité et vont maîtriser la nature avec la mathématique et la rationalité.
Ok, c'est une idée. Mais, comme philosophe, la première question que nous devons penser, c'est qu'est-ce que c'est la nature? Quand nous allons écrire un texte, à lire un livre, à organiser un projet aussi, un projet paysager, nous devons penser qu'est-ce que c'est la nature ici? Quelles sont la conception de la nature ici? Les conceptions du paysage, la conception de l'environnement. Qu'est-ce que c'est le lieu ici? Qu'est-ce que c'est l'espace? Et il y a des réponses. Une possible réponse, c'est la de Dominique Bourg, qui est un philosophe de Lausanne, je pense. Et ils disent, l'idée de nature ne nous met en présence d'aucune réalité individuelle. Qu'est-ce que signifie? S va lire ces pensées de Bourg et dit, le mot nature ne renvoie pas directement à un objet réel. La nature est une représentation. Dans le cadre du paysagisme, nous parlons souvent de nature et des paysages comme représentés, comme quelque chose qui est relatif à une représentation, avant de constituer en réalité. Attention, parce que nous avons ici deux concepts, représentation et réel. Qu'est-ce que c'est la nature? Je pense que la nature, c'est le mélanger les deux choses, représenter et réalité, surtout aujourd'hui quand nous parlons d'écologie. Non? Mais pour ces philosophes-là, Bourg, la nature, c'est un métaconcept. Ça signifie que c'est une manière de parler du monde, une manière d'être au monde, de conceptualiser et de percevoir ce qui nous entoure. Et l'extrême conséquence de ces perspectives philosophiques, c'est que la nature, pure n'existe pas. La nature, c'est seulement un concept que nous utilisons du point de vue historique, du point de vue philosophique, du point de vue sociologique aussi, pour définir ce qui nous entoure et pour donner une forme à ce qui nous entoure. Ok, mais attention, parce que quelles sont les conséquences philosophiques? C'est le philosophe qui pense. La conséquence philosophique de ces perspectives, c'est qu'il n'y a que d'accès épistémique et culturel, il y a une erreur ici, à la nature. Et donc, le mot naturel doit être déconstruit, le mot nature doit être déconstruit, mais l'extrême conséquence, c'est que chaque culture peut produire une spécifique idée de nature. L'autre face de la médaille, c'est aussi qu'il y a représentation, il y a réalité, mais la nature, c'est une représentation des objets réels. Il y a une réalité, ou pas? Oui. Donc, il y a un péril. Chaque représentation peut être arbitraire, subjective, et chacun peut déterminer la nature de la nature. Donc, comme paysagiste, vous allez faire une intervention, un projet dans un petit village. Dans ces petits villages, ils ont une idée spécifique de nature qui peut-être est complètement différente de la vôtre ou de l'idée apprise à l'école. Comme éviter une position maniquée entre représentation et réel. C'est ça, je pense. La réalité, parce qu'il y a un réel, ainsi si la philosophie a déconstruit aussi le concept de réel, doit être analysé soit du point de vue culturel, soit scientifique. Et donc voir soit les représentations, soit la réalité que les sciences dures, comme l'écologie, peuvent aider à nous à analyser. Et aussi, c'est très important, les idées de la nature ne sont pas monolithiques. Ce n'est pas une définition et ils ne changent pas ces définitions.
non? Il se croise avec les idées scientifiques et il se croise avec des autres idées culturelles. Pour ces raisons, quand je lis dans beaucoup de textes ces distinctions heideggeriennes entre une nature prémoderne et une nature moderne, bien, je peux être d'accord, mais pour travailler avec la nature, comme les paysagistes font, nous avons à ouvrir un peu les horizons et voir comment la représentation culturelle va se mélanger avec des perspectives scientifiques. C'est clair? Nous avons un peu... OK. Donc, pour démontrer que le concept de nature, ce n'est pas si monolithique, je vais un peu à parler de la conception de la nature à partir de l'histoire grecque et latine. Aujourd'hui, je fais seulement la nature occidentale. Parce que aussi, si nous parlons de la nature orientale ou l'idée, par exemple, du paysage en Amérique du Sud, c'est une autre chose. Parce que quand nous allons faire une intervention sur un paysage, il y a beaucoup de choses. Il y a une écologie différente, il y a une représentation différente, et il y a des revanches politiques, des conflits politiques à considérer. Et une des premiers, c'est l'histoire grecque. Et je vais montrer que aussi l'histoire grecque, ce n'est pas aussi symbolique, idéal, fantastique, mais il y a plusieurs idées de nature. Et dans ces articles d'Hess, je vais un peu utiliser l'article de Gerald Hess. Il commence à parler de le grec et surtout les poèmes d'Homère, les poèmes d'Hésiode. Et là, la nature est le devenir, la croissance végétale, mais aussi la forme, l'apparence, les faits. Et la nature en Homère, c'est, si vous avez lu le texte d'Homère un peu à l'école, peut-être, non? Ouais. Et il y avait aussi en France Culture, il y a peut-être une semaine, un intellectuel français qui disait que lire le texte d'Homère aujourd'hui, c'est fondamental pour le jeune, du point de vue aussi politique, pour la guerre, pour les immigrants, pour comprendre qu'est-ce que c'est la guerre, pour comprendre qu'est-ce que c'est les immigrants, pour comprendre qu'est-ce que c'est le conflit. Et aussi, je pense, pour comprendre la nature. Parce qu'il y a beaucoup des idées de nature. Et il y a une nature qui est si mythologique et enracinée avec la divinité, parce que chaque déesse, par exemple, parle à travers de la nature. Mais il y a aussi une nature périlleuse, dangereuse, négative. Et il y a aussi la possibilité de parler de la nature avec des termes qui pour nous sont très rares. Par exemple, Homère parle de la mer et il dit que la mer, c'est la couleur du vin. Vous avez pensé que la mer pouvait avoir la couleur du vin? Non. Ces mers, c'est périlleuse, c'est plein d'homicides, de guerres. Pour Homère, tient la couleur du vin. Et donc, c'est une façon différente, mais pas idyllique, de la représenter. Une façon idyllique de représenter la nature, c'est ça. Le locus amenus, qui clairement c'est un terme latin, il n'y a pas dans Homère, mais il a influencé beaucoup la manière avec laquelle nous pensons la nature aujourd'hui. Et le locus amenus signifie un lieu amène, un lieu idyllique. C'est un topos. Un topos en grec signifie lieu. Et c'est un terme littéraire que les orateurs utilisaient pour importer l'adhésion de ses auditeurs. Mais c'est quelque chose que nous retrouvons aussi dans la pointure. C'est Bruegel,
mais la photo c'est un peu mal. Et l'idée c'est que la nature s'est organisée en un groupe d'arbres, un bosquet, une grotte, avec des sources ou des rivières, des prairies et des terres extraordinairement fertiles, habitées par des divinités, les nymphes. Et nos mères, il y a beaucoup de ces représentations, mais aussi pendant toute l'histoire de l'art. Et comme paysagiste, vous pouvez penser à ces idées de le locus amenus dans le jardin ou dans la représentation que nous avons maintenant de beaucoup de paysages. Et donc, c'est comme ces idées de locus amenus à voyager jusqu'à nous. Il y a beaucoup de ces idées que nous retrouvons dans la philosophie ou dans la représentation littéraire, dans la poésie, que nous utilisons tous les jours sans peut-être être conscient ou sans penser, ah bien, dans ce projet, je veux mettre un locus amenus. Oui. Ce terme donc, il renvoie au concept de nature antique, du coup. Si. Donc, c'est pas la nature, dans la Grèce antique, c'est pas ce qu'on vit, ce que l'on voit au quotidien, c'est vraiment idéalisé. Ouais. Et il y a des règles spécifiques. Oui. Oui, normalement, comme c'était un topos qui a été utilisé dans la littérature, aussi dans Platon, il y a dans certains dialogues, il y a normalement un groupe d'arbres, un bosquet, où les personnes sont là-bas à parler, à discuter. Et il y a comme une représentation qu'il y a aussi des divinités, et normalement sont des nymphes. Et c'est une peinture de Bruegel. Et nous pouvons voir comme ces idées idylliques de la nature, c'est encore présent dans la peinture de Bruegel, ou dans la peinture moderne. Oui, aussi. Une autre idée de locus amenus, c'est le jardin d'Éden, dans la littérature chrétienne, mais aussi qu'il y a beaucoup de comparaisons, le jardin avec le jardin islamique et la représentation. Cela sera une autre chose très intéressante à parler, comme cette idée de le locus amenus a été utilisée dans le jardin. Le jardin en français, le jardin en anglais un peu plus différent, parce que le jardin en anglais veut un peu introduire aussi des éléments de sauvage, et le concept de sauvage, c'est une autre chose un peu plus compliquée, mais aussi le jardin de la tradition islamique qui sont organisés de façon différente. Mais le jardin comme quelque chose qui va reproduire un modèle divin, mais métaphysique. Le livre qui, je pense, est bien intéressant sur l'histoire de la nature, c'est de Pierre Hadot, Le voile d'Isis. Et il commence ses livres avec le mot d'Héraclite, qui est un poète grec, la nature aime se cacher. Et normalement, la nature s'est représentée avec Isis en beaucoup de représentations, que c'est une déesse, que c'est peut-être une des premières représentations de la Dame Nature. Le livre, c'est de Pierre Hadot. Pierre Hadot. Et Pierre Hadot parle de la nature comme une femme voilée. Et normalement, sont Isis, Artémis, sont les premières des déesses. Et ces poésies que lui utilise signifient que la nature, pour les antiques, se cache et se dissimule ses secrets. Donc, la réaction de l'homme, c'est de découvrir ses secrets, découvrir les secrets de la nature. L'homme de l'Antiquité, l'homme de la philosophie antique, le poème, de la représentation artistique pour ce qui nous est arrivé, non?
a deux façons, deux manières de se rapporter à la nature. Et Hadot, il parle d'une maîtrise prométhéenne et d'une attitude orphéique. Avant, il dit que si l'homme éprouve la nature comme une ennemie, il veut la maîtriser, il veut la déterminer. Il y aura alors opposition entre la nature et l'art humain, fondée sur la raison et la volonté humaine. C'est un peu l'opposition heideggerienne ici. Faisons attention, c'est un peu l'opposition heideggerienne, mais Hadot, je pense, c'est un peu mieux de Heidegger parce qu'il va à nous dire que ces deux attitudes vont se mélanger et peuvent être pas manichéennes, pas totalement opposées. Et donc, la première, c'est ça. Et l'homme cherchera par l'art technique à affirmer son pouvoir, sa domination, ses droits sur la nature. Mais, si au contraire, l'homme se considère comme partie de la nature, comme partie du cosmos, parce que l'art est déjà présent, l'art est dans la nature, l'art est au sein de la nature, d'une manière immanente. Immanent signifie évident, présente. Il n'y aura plus opposition entre la nature et l'art, mais l'art humain, surtout dans sa finalité esthétique et artistique, sera en quelque sorte le prolongement de la nature. Et il n'y aura plus alors rapport de domination entre la nature et l'homme. L'occultation, la nature qui se cache, ne sera pas perçue comme une résistance qu'il faut vaincre, mais comme un mystère à quel l'homme peut être peu à peu unifié. Oui. Ces idées-là qui sont émises dans quel contexte? Dans le contexte de l'étude de le rapport de l'homme dans la philosophie et dans l'histoire antique, à partir de la philosophie grecque antique. Mais c'est vrai que beaucoup des auteurs font, pour exemple, dans l'article que j'ai utilisé pour préparer ça, vont dire, bien, cette attitude, c'est un peu l'attitude artistique que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est ça, c'est de sciences humaines. C'est ça, c'est l'attitude scientifique, de sciences dures. Mais attention, nous ne devons pas être très manichéens, parce que Hadot va introduire ces distinctions, mais nous allons voir pendant ces journées, ces 2 heures, que ce n'est pas très séparé. Il y a des possibilités. Et aussi, quand nous disons, bien, pendant toute l'histoire de la philosophie moderne, il y a seulement ça, ce n'est pas vrai. Okay? Et j'espère de vous le démontrer. Et c'est par ces raisons que Hadot utilise deux attitudes. Il parle de deux attitudes, prométhéenne et orphique. Donc, qui était Promète? C'est ça. Promète, c'était un titan. Il avait pris le faux de Dieu et l'avait donné à l'homme, à les hommes. Et Zeus, pour ces raisons, c'était pas très content. Hein? Il l'avait condamné à ces représentations-là, que je vous vais à décrire, à être dévoré par l'aigle dans le Caucase. Et l'aigle, il dévorait le foie tous les jours. Et tous les jours, le foie s'est reconstruit. Ça signifie 2 choses. Que les antiques déjà connaissaient que le foie, c'est le seul organe de notre corps qui se va à
à reconstituer. Et aussi que c'est une attitude que les textes de l'Antiquité dénominent comme hubris, comme un acte de... qu'est-ce que c'est la hubris? C'est un péché, l'équivalent du péché. Ouais, contre les dieux. C'est un acte de revanche, de secret plus important que le dieu. Et donc, promettre, c'est un peu l'idée de l'hubris humaine qui peut déterminer et contrôler la nature. Et l'autre attitude, c'est l'attitude orphique. Et Orphée, c'était il savait charmer avec sa lyre les animaux sauvages dans la mythologie et parvenait à émouvoir les êtres inanimés. Et bien, sur Orphée, il y a beaucoup de récits sur Orphée, et il est considéré aussi l'inventeur de la musique, de la chithare. Mais l'idée, c'est que l'attitude orphique, c'est une attitude où les hommes se considèrent partie de la nature, partie d'un récit et d'un des soins cosmologiques avec la nature. Pas de la dominer, mais être partie. Mais attention, les deux attitudes sont opposées, mais aussi à dos. Et ici, à dos, je pense que c'est un peu mieux de l'opposition heideggerienne. Il va dire qu'elle puisse très bien se succéder ou coexister ou même se mêler, se mélanger. Et nous allons voir dans la philosophie qu'il n'y a pas seulement une attitude de dominance, de maîtrise de la nature ou en maîtrise de esthétique, artistique et poétique. Les deux se peuvent mélanger. Et aussi, je pense, c'est un peu une idée pour comprendre que aussi, quand nous parlons d'un paysage esthétique, nous pouvons parler d'un paysage qui est plus et plus voisin à le concept d'environnement. C'est un peu une idée que je voudrais partager avec vous. Mais en retournant à Hadot, il parle de l'attitude prométhéenne, comme il se développe l'attitude prométhéenne, avec trois manières de maîtriser la nature, bien sûr. La mécanique, la magie et la méthode expérimentale. La mécanique, il va commencer avec le grec, avec les architectes et ingénieurs, par exemple Théodoron, qui sont chargés de la construction des grands temples uniques d'Asie mineure. Un travail mécanique, un travail des architectures, un travail d'ingénieurs. La méthode expérimentale, c'est très intéressant parce que la méthode expérimentale sera fondamentale dans la philosophie de 1060. La méthode expérimentale commence avec Hippocrate. Qui c'est, hein? Qui est Hippocrate? Un médecin, ouais. Et il utilise une méthode expérimentale et un outil scientifique pour le traitement de la maladie. Et c'est considéré le premier médecin. Aujourd'hui, tous les médecins doivent jurer sur Hippocrate. Mais c'est avec la révolution mécaniste du 1600 siècle que la mécanique et la méthode expérimentale d'Hadot s'imposent comme le mode exclusif de la connaissance de la nature. Si c'est Galilée, mais normalement, un des initiateurs de l'approche mécanique, c'est considéré Galilée et surtout Descartes.
Et il y aura dans la philosophie du 1600 et le siècle suivant un fort conflit entre mécanistes et vitalistes. Et ils vont considérer comme étudier la nature. La nature de Galilée, c'est en nature que nous allons faire une démarche temporelle, mais la nature de Galilée, c'est en nature que c'est vraiment la conception moderne de la nature. Une nature qui peut être analysée seulement avec la mathématique et la méthode expérimentale. Galilée s'est considéré l'inventeur de la méthode scientifique, expérimentale et de la science moderne. Et pour lui, la nature étant la révélation de Dieu, mais est soumise à des lois très précises qui peuvent être étudiées et réduites en termes mathématiques. Et l'homme, grâce à son intelligence, à son rationalité, peut venir à la connaissance de ces lois qui régulent les phénomènes naturels. C'est clair qu'il y a ici pas seulement l'idée de la méthode expérimentale, mais aussi un effet descriptif de la nature du point de vue de la mathématique. Il y a des règles dans la nature et l'homme doit seulement comprendre ces lieux. La troisième façon pour ados de maîtriser la nature, c'est la magie. Que c'est clair, c'est une chose déjà avant de l'Antiquité, mais c'est à la fin de cette ère que c'est théorisé et elle cherche d'agir sur la nature de façon un peu différente que de l'attitude mécaniste. L'attitude mécaniste, c'est plus descriptif et applicatif d'une méthode scientifique. La magie va maîtriser la nature en forçant le déroulement naturel des phénomènes provoqués par des êtres invisibles, dieux ou démons. Et Hadot dit une chose très, très, très définie. À la Renaissance, ces magies se naturalisent et deviennent la chimie et la physique. Parce que pas seulement en nature décrite, mais en nature que nous pouvons transformer. Et si nous pensons un peu, bien en termes radicaux, mais la manipulation génétique peut être considérée comme une façon de forcer le déroulement naturel. Ainsi, ici s'ouvre un débat énorme. L'attitude orphique. L'attitude orphique ne cherche pas de maîtriser la nature avec procédures techniques, mais elle veut initier à son mystère à travers le langage philosophique, artistique, esthétique, poétique et surtout la poésie et l'art. Et selon l'interprétation proposée par Hadot, il y a deux représentations, il y a surtout une représentation de ces attitudes orphiques dans les Timées de Platon. Dans le Timée de Platon, nous allons voir que, bien, il y a cette attitude orphique, mais ce n'est pas seulement ça. Mais la chose importante, c'est que l'attitude orphique parle d'une nature vécue et une unité phénoménologique. Qu'est-ce que signifie? Signifie que la nature est un phénomène. Donc, un phénomène pour quoi? Pour la conscience humaine et un phénomène éprouvé comme un secret. Et l'idée, c'est qu'avec ces secrets, ces phénomènes, l'homme, à travers de l'attitude orphique,
c'est ça en part de l'existence naturelle. Ce n'est pas séparé. C'est qu'on est nature dans une unité perceptive. Est part de ces attitudes comme une nature habitat, où l'homme va à vivre dans la nature sans la maîtriser, sans utiliser attention, sans utiliser des techniques, c'est pas vrai, sans utiliser des techniques invasives. Et c'est une nature que c'est un artefact, une nature que c'est un produit, mais un produit pas de l'homme, un produit au-dessus même, ou de la divinité. Okay? Et donc, nous allons avoir la différence entre un produit et une production. C'est un peu compliqué, mais je pense que quand nous utilisions un peu les catégories pour comprendre les différentes attitudes du concept de nature, et nous pouvons voir, comme nous allons avoir, comme aujourd'hui, nous pouvons appliquer ces concepts-là. L'idée, c'est voir dans ce développement philosophique comme nous pouvons utiliser ces concepts. Ouais. 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 Non. Donc. Oui. L'attitude Prométhée, ce sont trois manières d'expliquer. Mécanique, magie et méthode expérimentale. L'attitude orphique, ce n'est pas décrit de façon très organisée, soit un ado, soit un S. L'idée, c'est ça, que la nature, c'est vécu. La nature, c'est perçue avec une unité phénoménologique. Ça signifie aux unités. Ce n'est pas nécessaire parler de phénoménologie, non? Non. Ce n'est pas nécessaire de parler de phénoménologie. Mais en philosophie, la phénoménologie, c'est intéressant parce qu'il parle d'un phénomène de la nature. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est seulement percevoir le phénomène de la nature et c'est considéré comme partie de cette nature. S, que c'est l'article que j'ai cité au début de ces 2 heures avec vous, parle des attitudes orphiques comme nature habitat, qui signifie que l'on ne s'est pas séparé, mais il va à vivre dans la nature de façon plus organique et plus harmonieuse. L'homme prométhéen, il ne va pas à habiter la nature, il va seulement à maîtriser et à déterminer. Okay? Et Hadot va dire qu'un exemple d'attitude orphique, c'est le Timée de Platon. C'est l'idée de nature qui a Platon. Et Platon part des natures en beaucoup de ses dialogues, beaucoup des œuvres, mais surtout dans le Timée. Parce que dans le Timée, beaucoup ont dit qu'il y a la physique de Platon, une idée prémoderne de physique, où Platon va décrire qu'est-ce que c'est le sensible et le vivant, et va analyser d'où vient le vivant, d'où viennent les choses naturelles. Et donc, il y a une approche généalogique. Il parle de la création du monde. Le Timée de Platon, c'est un peu le récit sur la création du monde. Et ces natures, attention, dans le Timée, c'est nature qu'on produit. Faisons attention qu'il y a un Platon en nature qu'on produit,
Et en Aristote, il y aura en nature comme production. Quelle est la différence? Que le produit, il y a quelqu'un qu'il va produire. Et il est le Dieu mûr. C'est une entité un peu comme un Dieu. Qui, il ne va pas créer quelque chose de neuf. Il va fabriquer le cosmos à partir d'une réalité, d'une matière. Et donc, il y a une nature comme artefact. Mais il y a une autre entité qui va produire les formes naturelles que nous pouvons connaître avec quoi? Avec le logos, la vraie philosophie pour Platon, ou avec le sens. Le sens dont la possibilité de connaître seulement de façon approximative. Le logos, c'est la philosophie, permet d'arriver à les idées de la nature. Mais la nature, en Platon, c'est un artefact, quelque chose qui a été produit. Et c'est la première distinction très très forte que nous allons en faire avec Aristote. Les démiurges, c'est important. Ce n'est pas un dieu. Hein? Il n'a pas créé, il y a un autre erreur, le monde à partir de rien. Ce n'est pas comme dans la cosmogonie chrétienne. Mais il donne une forme aux structures et matériaux préexistants, comme le font les artisans. Pour ces raisons, c'est en nature artefact. Ça correspondrait pas à quelque chose dans la mythologie, c'est des démiurges. Oui, c'est une figure mythologique typiquement grecque, mais nous pouvons faire des confrontations avec, pour exemple, la mythologie orientale, parce que c'est clair qu'il y a tout le traité de la cosmologie orientale ici, en Platon. C'est différent d'une cosmologie biblique, par exemple. Non? Mais c'est ici le point plus important. J'arrive. Et aussi, l'idée que les démiurges produisent ces natures avec un but, avec l'idée de produire quelque chose de bien. Et pour Platon, les biens, l'éthique, c'est fondamental. L'idée aussi de connaître la nature, ce n'est pas une connaissance liée à quelque chose de mécanistique ou de simplement technique. Nous devons connaître la nature et les idées des natures pour être mieux personnes, pour avoir une éthique mieux avec les autres, avec la politique, avec la nature. Donc c'est comme une idée un peu descriptive et naturaliste de la nature. Platon, c'est différent d'Aristote. Et ici, nous sommes dans l'horizon grec, de la philosophie grecque. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'idées de nature. Mais l'idée de nature qui a influencé beaucoup la philosophie contemporaine, c'est la nature d'Aristote. Et surtout la philosophie de la science contemporaine. La nature d'Aristote, bien, Aristote c'est considéré, nous pouvons le considérer le père de la physique moderne. Et la nature, ce n'est pas un produit, mais c'est une production autonome. Qu'est-ce que ça signifie? Que la genèse de la nature n'est pas en fiction narrative. Il n'utilise pas en mythologie pour expliquer comment arriver à la nature comme la connaît. Mais la nature, c'est une réalité. C'est très fort en Aristote. La nature, c'est réel. C'est une réalité. Et surtout, c'est une nature vivante. C'est organique. C'est créatrice.
c'est agissant. Et aujourd'hui, il y a un courant dans la philosophie de la science qui s'appelle auto-organisation, qui est très forte ici en France aussi, qui parle de l'organisme qui s'auto-organise et vient directement, je pense, d'Aristote. Et quand nous parlons de la nature d'Aristote, il y a un paradigme génétique. Attention, parce que génétique signifie que des générations et génératif, qui se produisent, qui se autoproduisent, des autoproductions et des productions. Plus intéressant encore, dans Aristote, les choses naturelles sont animées par un principe de stabilité et de mouvement. Et les choses naturelles se distinguent des choses fabriquées par les hommes, dont la cause est extérieure, artefacts, comme le menuisier pour le lit, ou intérieure à la chose, production. Mais par accident, les lits fabriqués avec du bois et non du métal. Oups. La nature, ici c'est une peinture très intéressante, c'est Platon qui va indiquer les idées. C'est un peu classique. Platon qui va montrer les idées métaphysiques. Et nous pouvons connaître les idées métaphysiques, l'idée de bien, l'idée de nature, l'idée d'amour, l'idée de passion, l'idée de mal aussi. Mais ils sont des idées métaphysiques. Et les choses naturelles ne sont pas les idées. Les choses naturelles sont des imitations de ces idées. Aristote, c'est plus... Non. Allons ici, au bas. Allons voir qu'est-ce que c'est la physique. Qu'est-ce que c'est ces natures. Clairement, il parle de Dieu et de beaucoup de choses. Mais l'idée de la nature en Aristote, c'est quelque chose qui est plus connecté à l'idée contemporaine de la physique. La nature comme un organisme vivant qui se autodéroule, qui se produit d'elle-même, qui produit d'elle-même son effet. Et S appelle c'est ça la nature poétique. Parce que poiesis, en grec, ok, je ne rappelle plus de les accents, poiesis, c'est production. Poieo, c'est le verbe pour dire je produis. Et donc, la grande différence entre le grand philosophe de l'Antiquité, Platon et Aristote, c'est ça. Et nous avons reçu beaucoup des Aristotes. La physique médiévale, c'est tout Aristote. C'est tout aristotélite. Une question. Ouais. Alors, Platon, en fait, Platon et Aristote, ils ont tous les deux, ils abordent plutôt des attitudes normothéennes. Oui, mais S va introduire une autre distinction qui va un peu supérer à Do. Non? S, dans cet article, il va dire il y a une nature artefact, que c'est la nature qu'on produit et c'est l'attitude promettente à Do. Artefact signifie qu'il y a une production, c'est un produit et l'on peut avoir un regard naturaliste sur ces produits. Il y a une nature habitat, qu'il y a un corps, que c'est relatif à le modèle orphique d'Eado, art, unité phénoménologique, art, poésie, esthétique, et plus il y a une nature, poiesis, que c'est un processus dynamique immanent à choses naturelles et c'est en perspective génétique. Mais nous allons voir parce qu'il y a introduit, c'est ça.
Mais il dit, bien, il y a cette très possibilité. Mais soyons prudents, toutefois. Les trois notions de nature sont certes distinctes les unes des autres, mais leurs frontières ne sont pas forcément aussi tranchées dans l'esprit et le comportement des individus. L'ambivalence de Platon dans les Timées, parce que la nature c'est produit, mais aussi c'est habitat, c'est artefact, et en nature poésis est exemplaire à cet égard. Donc, je vous montre ces distinctions parce qu'il va l'utiliser dans la contemporanéité, mais aussi pour voir comme ces idées plus esthétiques de la nature, plus comme artefact, plus génétique, il va être présent dans toute la pensée philosophique. Et donc, ce n'est pas vrai que... Oui. Oui, oui, oui. Oui, aussi, je vous invite à lire cet article de DS. Je le vais mettre sur le Moodle parce que c'est très intéressant. Il se ferme un peu, je pense, à la philosophie antique. Et j'ai tenté de développer aussi la thématique dans le philosophe moderne. OK. Ah, non? OK. Qu'est-ce qui passe pendant la Renaissance et la modernité? Pour Heidegger, la catastrophe. Mais, pour moi, pas la catastrophe, parce qu'il y a deux perspectives qui sont simplement en conflit, en relation, qui se séparent pendant tout le temps et toute l'histoire de la science et de la philosophie. La première, c'est une perspective vraie, technoscientifique, où la nature s'est déterminée par l'étude scientifique et mathématique. Il y a notre erreur ici. Mais il y a aussi la perspective génétique d'Aristote. Non? La nature comme être vivant, la nature que c'est production, que c'est autorégulation. Et le cosmos est conçu comme un organisme dont chaque élément interagit avec les autres en vue de maintenir la vie. Et il y a beaucoup de développement de ces perspectives génétiques. Le premier que je voudrais vous enseigner, vous montrer, c'est l'anima mundi, que c'est un concept utilisé dans la Renaissance et dans le néoplatonicien. Et c'est une chose que déjà Platon dit dans le Timée, et c'est que le monde, c'est une zone, un animal, un être vivant. Et c'est un peu l'idée de Gaïa. Non? Quand vous allez voir les choses que va dire Bruno Latour parle de Gaïa comme le monde, comme un organisme vivant qui s'autorégule. Okay? Il y a déjà ici l'anima mundi. Donc, la nature et le monde ont une âme, ont un principe vivant. Ils ne sont pas seulement matière que l'homme scientifique peut déterminer. OK? Et il y a un philosophe, nous avons affaire un peu arrivé à la fin de 1797 avec Schelling. Et Schelling, c'est un philosophe allemand qui parle d'anima mundi et qui parle de nature philosophie. Donc, philosophie de la nature. Oui. Donc,
L'âme du monde, Schelling écrit un livre qui s'appelle L'âme du monde dans le 1700. Je l'écris, c'est mieux. Ouais. L'année prochaine, je serai au top avec le numéro 1. Je l'ai dit l'année passée aussi. Mais, et ces livres représentent un moment clé dans la formation de la philosophie de Schelling et plus généralement de l'idéalisme allemand. Il dit que sa philosophie de la nature doit s'appuyer sur une analyse détaillée des avancées les plus récentes des sciences physiques et biologiques. Donc, il va parler de l'âme du monde, de l'être vivant du monde et de la nature, avec l'utilisation des sciences. Il va utiliser la physique, la biologie, et il tente d'intégrer toutes les données au sein d'un système cohérent. C'est vrai qu'il est contre, il a écrit mal, contre le mécanisme. Qu'est-ce que c'est le mécanisme? C'est notre courant de la modernité qui dit que la nature doit être, c'est ça, c'est Descartes, que le monde physique peut être expliqué, c'est fantastique, Descartes, peut être expliqué et les phénomènes naturels doivent être expliqués à travers le mouvement local de corps doté de caractéristiques purement quantitatives et mathématiques. Pas d'autre chose. Schelling, avec la nature philosophie, va dire non, un moment. Il y a un vitalisme, il y a un principe vital dans la nature, dans le monde, mais nous pouvons analyser ce principe vital avec la science et la biologie, avec une collaboration fructive. Et il y a une vision organique et dynamique du monde. Les phénomènes spirituels et matériels doivent être intégrés. Et la nature, il y a Aristote, est vue comme un processus organique et dynamique. Et donc, la nature, c'est une nature qui peut être un produit, mais aussi une nature qui est objet. Et d'autre part, c'est un natura naturans, ça signifie qu'il y a une production au sein de la nature, qu'il y a une autonomie, un sujet naturel. Oui. Comment? J'ai pas compris cette partie. Oui. Point de vue qui est contre le mécanisme. Ouais. Et qui intègre quand même le côté scientifique et analytique. Ouais, mais parce qu'il y a l'idée, bien, la nature philosophie, c'est la philosophie de la nature qui peut analyser le concept de nature du point de vue plus poétique, comme Novalis, Hölderlin. Il y a des poètes qui parlent des concepts de nature dans le romanticisme et il y a une idée d'une nature vivante. Mais Schelling, c'est un philosophe qui veut travailler avec la physique et la science. Et donc, il va mélanger les deux choses parce que pour lui, c'est possible. La nature, c'est pas... Et aussi dans beaucoup de philosophie de la science contemporaine, ce n'est pas seulement des mécanismes. La nature, quand nous parlons de nature comme organisation, comme auto-organisation aujourd'hui, la nature, c'est en production. Il y a un philosophe chilien qui s'appelle Maturana qui parle d'autopoiesis. La nature, c'est quelque chose qui a un élément vivant en soi-même, qui peut être organisé en soi-même parce que c'est autonome. C'est une production autonome. Ce n'est pas une chose matérielle que tu peux analyser seulement avec la chimie et la mathématique. C'est quelque chose qui a son autonomie. Ouais.
Non. Non, parce que artefact, c'est plus un concept qui utilise S pour parler de la nature en Platon. C'est idéalisé, non? Oui, c'est un peu idéalisé et c'est en naturalisation. Ça signifie que le démiurge Platon va créer de la matière, va prendre la matière réelle, là-bas, il va construire la nature, va comme à former la nature. La production, c'est plus lié à ça. L'idée aristotélique, c'est plus lié à ça. Et c'est une idée génétique. Il parle d'idées génétiques de la nature. La nature, c'est quelque chose qui, c'est pas seulement une chose que nous pouvons mettre ici, un arbre ici, ces plantes ici. La nature a une histoire, une anatomie, une valeur propre. Et surtout, il n'y a pas nécessité d'introduire une divinité pour parler de nature autonome. C'est un peu difficile, la philosophie de la nature en Schelling, parce qu'il y a aussi l'idée de l'idéalisme allemand et l'idée qu'il y a l'esprit. Il y a la nature, qu'il y a en soi-même un esprit. C'est le romanticisme. Mais ces idées génétiques de la nature, c'est aussi contemporain. Oui, Schelling utilise le concept d'esprit. Ok. Là, la philosophie de la nature s'oppose à l'idée de le mécanisme. La nature comme un mécanisme, comme quelque chose qui, par exemple, pour Démocrite, c'est constitué d'atomes et qui peut être étudié seulement. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas d'autonomie. Non, c'est en matière inerte. Pour le mécanisme, la nature, c'est res extensa. C'est ça, la distinction de Descartes entre res extensa et res cogitans. Ok. Res, c'est chose. Cogitans, c'est pensant. Je suis un res cogitans, j'espère. Vous êtes tout res cogitans, parce que vous êtes des choses qui pensent. Ok? La nature, il ne pense pas. C'est en matière inerte. Oui, tout le monde, c'est cogitans. Oui, j'espère que oui. Non? Ok. La nature, c'est matière inerte pour le mécanisme. Et nous allons à la déterminer. Bon, à l'étudier et à la déterminer. Et, auteurs comme Galilée, nous avons vu la mathématique. Descartes, toute la nature est res extensa. Et seulement l'homme peut les étudier parce qu'il pense, il a son rationalité, il a ce qu'ils appellent la ratio pour la comprendre et pour la déterminer. C'est un peu la critique. Il y a beaucoup de critiques contre le mécanisme, mais si vous allez à lire beaucoup de textes aujourd'hui qui vont critiquer l'écologie ou le pensée scientifique, ils font une critique contre le mécanisme. Ils vont dire, bien, vous considérez la nature comme quelque chose d'inerte que vous allez déterminer comme vous voulez. Mais la nature a un peu d'autonomie. Si vous allez penser à ces critiques, à le mécanisme, quand vous venez, par exemple, à la conférence de l'évêque. À la conférence de l'évêque, le 26, il y a un écologue et ces distinctions entre
la critique à le mécanisme et une idée de nature que certains scientifiques vont à déterminer complètement, c'est très fort. Et vient sûrement de la critique à la pensée mécaniciste. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la modernité, le romanticisme et modernité et postmodernité, il n'y a pas seulement le mécanisme. Il y a beaucoup d'idées de la nature. Et bien, la nature philosophie de Schelling, c'est un peu compliqué, mais l'idée génétique de la nature comme quelque chose qui c'est autonome et c'est en production, c'est encore très fort, surtout dans la philosophie de la science. Et je pense dans beaucoup des sciences. J'espère. Chez les Descartes, qui sont contemporains, Hein? c'est la même époque. Non, parce que le mécanisme est beaucoup avant. Non, non, Schelling s'est considéré un idéaliste et romanticiste. Et il y a un siècle qui les sépare. Et le mécanisme s'oppose au vitalisme. Ce sont deux termes antithétiques dans la philosophie de 1060. Et sont des termes qu'ils vont développer dans la biologie, dans l'étude de la biologie. OK? Le mécanisme, nous avons vu, implique l'exclusion de tous les éléments métaphysiques dans l'interprétation de la nature. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas éloin vivant, il n'y a pas force de production, il n'y a pas autonomie. Non. Les phénomènes vivants doivent être interprétés complètement et exclusivement selon les lois de la mathématique, de la physique, de la chimie. Stop. Et nous pouvons les déterminer. Le vitalisme, dans le 1060, s'oppose à le mécanisme. Donc, j'introduis ce terme pour vous dire qu'il n'y a pas seulement le mécanisme dans la philosophie de la modernité et dans les conceptions scientifiques de la modernité. OK? Il y a aussi le vitalisme qui dit qu'il y a un bout dans l'organisme, dans la nature. Et les phénomènes naturels sont autonomes et sont irréducibles aux simples phénomènes physiques et chimiques. Okay? Donc, il y a un débat très fort pendant toute la modernité, tout le romanticisme et jusqu'à nous. Mais il y a une autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts, mais l'idée, c'est un peu de voir la critique à le mécanisme et voir qu'à partir d'Aristote, nous pouvons avoir une perspective génétique sur la nature. Génétique signifie pas lié au gène, mais lié au concept de production et autonomie de la nature vivante. Mais il y a une autre chose qui va à se développer entre ces périodes-là. Qu'est-ce que c'est? Et c'est très important pour vous. Qui le sait? Les étudiants qui étaient avec moi l'année passée doivent le savoir. Tu étais là, tu étais là, tu étais là. Quel autre était là avec moi? Si, tu étais là. Qu'est-ce qu'il passe pour vous, paysagistes, entre 1400 et 1500?
la naissance du paysage. Et c'est très important pour vous parce qu'il y a une idée de nature comme spectacle. C'est un autre. Donc, nature comme génétique, nature, on veut comme artefact, nature comme habitat. Mais la plus importante pour vous à déconstruire, c'est la nature spectacle. Et le concept de paysage, pour le moins en Europe, c'est une caractéristique péculière de l'âge moderne européen et de la Chine antique il y a beaucoup de temps. Mais parlons seulement de l'âge moderne européen. Et tous ces auteurs-là, Berg, Roger, Paco Ayuné, qui sont des philosophes français, des paysagistes français, on dit il y a le développement de ce concept de paysage qui appartient au code esthétique et artistique. Et qu'est-ce qu'il passe? Le garçon qui était avec moi l'année passée, qu'est-ce qu'il passe? Ouais. Mais là, par contre, vous avez changé de terme, on parle plus de nature, on parle de paysage. Eh ouais, je sais, désolé. Mais, oui, mais le paysage développe en nature spectacle. L'idée, c'est un peu de faire comprendre, d'introduire ces termes-là, nature spectacle et en nature mise à distance. Non? Et qu'est-ce qu'il passe avec l'introduction du concept de paysage? Du point de vue de l'art, de la littérature, le garçon là-bas, qu'est-ce qu'il passe? Parce que je parle souvent, tout le monde parle, Serge Briffaut parle de récits paysagers. Non? Oui, vous pouvez le développer un peu pour votre collègue? Non. Oui, mais quand je parle de l'invention des paysages, c'est à mettre la nature dans une peinture, encadrer la nature. Il va commencer dans ces périodes-là, et il se va à développer de différentes façons. Mais l'idée, c'est que la nature s'est mise en spectacle en front un spectateur. Et le fall art, mais cette idée d'une distance entre moi et la nature qui va devenir une représentation esthétique, c'est à la base des études paysagères, non? OK. Et à partir de Van Eyck, c'est ça, c'est Van Eyck, c'est une des premiers à introduire la peinture des paysages. Mais aussi, quand nous parlons d'un concept, il n'y a pas le concept de paysage, le terme paysage, il n'y a pas dans la littérature grecque et latine. Les études linguistiques ont démontré qu'avant le 1400, il n'y a pas le mot paysage. Parce que se doivent croiser des conditions. La perspective de la Renaissance, la liberté des éléments symboliques, le naturalisme de la représentation, ce qui, philosophes comme Berg, dénomine comme une raison paysagère. Et c'est une autre façon de parler de nature, en nature spectacle, en nature esthétique. Et c'est vrai que chaque période va à parler de différentes façons de la mise en spectacle du paysage et de la nature. Mais c'est surtout Roger, que c'est un autre
paysagiste français, qui parle de une art. Ici, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a une artialisation de la nature avec le paysage. Le lieu du paysage est transféré dans une peinture, un dessin et plus tard dans une carte postale, en photo. C'est la mise en spectacle de la nature. Et la nature devient quoi? Un lieu bon à admirer, à contempler et à peindre. Sa condition de lieu de résidence devient nulle. Et clairement, le paysage, nous savons que c'est une modalité culturelle particulière du rapport de société à leur environnement, dira Berg. Modalité propre à certains, mais non à autres sociétés. Et surtout, la société occidentale. Donc, retournons un peu à l'idée des natures qu'avons vues, comme artefacts, comme habitat et comme poésie. S fait une chose très intéressante, ok? Et il va à comprendre mieux comme ces trois idées de nature qui sont mêlées, mais ils sont utiles aussi pour comprendre notre attitude contemporaine à la nature. Donc, nature comme habitat, paysage. Mais ici, je ne peux pas faire... Non, hein? Non, non, c'est mieux. Je mettrai ici, pas le paysage, mais spectacle. Et ce n'est pas une unité phénoménologique. Parce qu'il dit, bien, dans la perspective phénoménologique ou cosmologique, nous sommes en unité avec la nature. Et donc, nous allons mettre en forme d'art, de poésie, la nature. Donc, il y a plus un ton contemplatif. OK. La nature comme artefact, mais aussi en nature que c'est machine, en perspective technoscientifique. Platon, dans l'Étimée, parle de le fait que le démiurge va déterminer la matière comme un artisan. Il y a aussi des artisans. Dans la contemporanéité, la perspective technoscientifique, c'est des artisans. Mais, perspective génétique, l'autoproduction de la nature et l'idée de la poésie et naturalisme. Allons voir comme il dit que c'est une idée, hein, c'est pas que va se transformer. OK, perspective phénoménologique. C'est un peu naïf, je pense, mais promenade dans une région de montagne. Esthétique. Ou en peinture. Ou ouais, en poésie. Perspective technoscientifique. Production agricole. Perspective génétique. Parce que le mécanisme, c'est utilisé. Bon, c'est pas utilisé beaucoup. Mais préservation d'un espace ou d'une espèce menacée. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un bon lecture contemporaine? Mais aujourd'hui, il ne faut pas voir ça de façon séparée, mais il faut voir ça comme Ouais. tout. En fait, il faut faire en sorte qu'il y ait les trois qui se retrouvent dans Ouais. la nature ou le paysage. Ouais, c'est ça parfait. En fait, ils sont mélangés pour arriver à une définition de nature. Mais l'idée que la production agricole, c'est en perspective technoscientifique, les perspectives génétiques, c'est une préservation d'un espace menacé. Nous pourrons aussi discuter, parce que la semaine prochaine, quand nous allons parler
avec des écologues comme l'évêque, il nous va à dire que nous pouvons très critiquer ces enfoques de préservation d'un espace menacé, qui en beaucoup de fois c'est basé sur une idée un peu idylliaque et naturelle de la nature. Donc, et aussi, la promenade dans une région de montagne, bien, c'est l'idée d'une perspective phénoménologique, mais il y a à la fois une idée très esthétique de la montagne, comme un parc à thème, avec des parcours, et donc c'est une vraie unité phénoménologique ou pas. Nous pouvons discuter un peu de ces thématiques, non? Il y a des choses que vous aimeriez ajouter ici ou vous êtes détruit par la philosophie? Hein? Non. Non? Quelque chose? Dis-moi. Ah ouais. Ouais, la physique. La perspective ouais, de la physique, de le mécanisme, tu dis? Ouais. À la fois, c'est ici, non? Ou ici, un peu? Ouais. Parce que aussi, quand nous utilisons la perspective technoscientifique dans la nature, il peut être une perspective mécaniste aussi. Ce n'est pas vrai que toutes les fois, c'est une perspective de production comme un artefact. Et aussi, une autre chose, c'est l'idée de nature spectacle et aussi l'idée de nature crisis. Non? Aujourd'hui, quand nous, à la télé ou dans un magasin ou en Internet, l'idée d'une nature que c'est crise, que c'est destruction, que c'est qui s'est détruit et qui a détruit toutes les choses. Donc, c'est une spectacularisation négative de la nature. Peut-être. Je vous invite à penser un peu à ce schéma-là. 2 minutes entre vous, pas groupe. Comme vous êtes res cogitans, vous pouvez penser un peu à ce schéma-là et voir s'il manque quelque chose et faire une petite réflexion, non? Ou faire des questions sur le que j'ai dit, non? 2 minutes.